propose qu'on commence par Jacques Assin, si vous voulez bien, qui est donc directeur de l'Institut Précarité et Exclusion Sociale et qui, me semble-t-il, va se présenter de façon non conventionnelle, m'a-t-il dit. Oui, il y a une expression québécoise que j'aime bien, il y a les penseux et les besogneux. Moi, je suis un besogneux qui essaye modestement d'être un peu penseux. Dans ma vie, j'ai été, dans le passé, anesthésiste réanimateur. Et par rapport au sujet, je crois que vraiment la première préoccupation éthique, c'est de savoir de quoi on parle. Plus encore pour la génération de mes parents, mais même moi, en tant qu'anesthésiste réanimateur, j'ai fait des horreurs parce qu'on nous disait que l'enfant ne ressentait pas la douleur comme les adultes. Moyennant quoi, avec quelques bouffées de gaz anesthésique, on arrachait les amygdales et les végétations chez les enfants. Aujourd'hui, ils sont endormis complètement avec des morphiniques pour la douleur et le réveil en salle de réveil est beaucoup plus agréable. On voyait hurler des enfants de 7-8 ans à qui on faisait des circoncisions ou des phimosis et qui hurlaient de douleur au réveil en salle de réveil. Aujourd'hui, pendant qu'ils dorment, on fait des blocs d'anesthésie loco-régionale et qui fait qu'on a le plaisir de voir ces enfants de leur berceau ou de leur petit lit chanter, pourquoi pas, et en tout cas se détendre en salle de réveil. Je répète, l'éthique, c'est d'abord de savoir de quoi on parle. On disait à l'époque que ça n'était pas éthique de faire de la recherche sur la douleur des enfants. On expliquait que leur système physiologique immature ne permettait pas de ressentir la douleur comme nous. Et puis, dans ma carrière, je suis devenu, je le dis à la fois avec affection, mais aussi avec ironie, je suis devenu généraliste, mais spécialisé en clodologie. On a parlé ce matin de l'entraidologie. C'est une façon, comment dirais-je, de montrer que j'ai travaillé depuis maintenant 30 ans auprès des personnes de la rue. Et quand j'ai commencé dans cette activité, on m'a dit, mais enfin, faire de la recherche auprès de ces clochards, mais enfin, vous n'y pensez pas, vous n'allez quand même pas aller les secouer sous des cartons pour que vous leur fassiez passer un questionnaire. Comme si l'échange humain, la relation, le travail sociologique se passait uniquement à travers des questionnaires, méthode qui n'est absolument pas pertinente avec les populations dont je m'occupe. Autre nécessité éthique, savoir de quoi on parle, c'est la raison pour laquelle je ne dis jamais que je sais ce que c'est que la grande exclusion, mais je sais ce que les personnes me disent, car je ne me sens pas le droit de parler à leur place, parce que je ne sais pas ce que c'est que de vivre dans la rue. Et donc, depuis longtemps, nous étions quelques-uns à se dire que même si on n'est pas des grands scientifiques, eh bien, un anesthésiste, après tout, réanimateur de surcroît, on est un petit peu scientifique. Et nous avons été un petit peu, comment dirais-je, choqués qu'au doigt mouillé, on dise « Ah, il y a de plus en plus de femmes. Ah, ils sont de plus en plus nombreux. Ah, il y a une explosion de la tuberculose. » En réalité, on n'avait pas de temps zéro sur la tuberculose et on sait aujourd'hui que ça n'est pas une explosion de la tuberculose, mais c'est simplement que quand on la cherche, on la trouve. Et que la multiplication de médecins dans toutes les consultations médicales précarité, recherchant la tuberculose, en trouve. Et donc, cette idée a fait émerger l'idée de création, un institut, encore un institut. Pourquoi un institut ? D'abord parce que cette question de l'exclusion et de la précarité est une problématique tout à fait transversale. Parce qu'elle touche aussi bien l'environnement des personnes, leur environnement familial, voire leur environnement climatique,
parce que depuis des années et des années, on raconte que quand on meurt dans la rue, c'est forcément de froid. Nous savons bien qu'on meurt d'autre chose. Et que d'ailleurs, les plus grandes hypothermies, c'est au printemps. Ça, je dépasserai mon temps de parole pour vous expliquer pourquoi. Mais en gros, pour maintenir sa température centrale constante, eh bien, les surrénales qui arrivent en fin de parcours, en fin d'hiver, eh bien, sont un petit peu débordés. C'est plus facile de garder une température constante quand on passe de plus de degrés à moins de degrés que quand on passe de 17-18 degrés à 5 degrés la nuit. Bref, les choses, c'était encore une fois au doigt mouillé. La démarche, par exemple, a été de mettre en place avec l'Observatoire du SAMU social de Paris, que j'ai eu l'honneur de monter et de diriger à son début, eh bien, on entendait par exemple les menus gratuits dans les associations à l'époque. Et le menu était plutôt sardines à l'huile, steak haché purée, crème caramel. Eh bien, quand on faisait des dosages de vitamines chez ces personnes, on se rendait compte que près de 30% de ces personnes à l'époque avaient un déficit en vitamine C compatible avec un scorbut. Mais on ne le voyait pas puisque les dents qui se déchaussent, les cheveux qui tombent, les cardiomyopathies liées à l'alcool, pensait-on, ne pouvaient pas nous faire soupçonner ce déficit. Et on s'est rendu compte que simplement en donnant un jus d'orange à ces personnes, quand ils sont dans nos centres, eh bien, on restaurait un taux de vitamine C compatible, en tout cas dans la normalité. Nous étions dans une époque où on nous posait une question complètement stupide qui était: est-ce que c'est la rue qui rend fou ou est-ce que parce que on est fou qu'on tombe dans la rue? Je dis bien question stupide, mais éminemment politique, puisque quand vous recherchez l'incidence de la schizophrénie chez les personnes à la rue, eh bien, on sait en population générale que la schizophrénie touche 1% de la population. À la rue, nous avons trouvé 4%. Or, la schizophrénie ne s'attrape pas à la rue. Par contre, lorsque l'environnement familial, social est présent, 70% des patients schizophrènes peuvent avoir une vie compatible avec une vie normale. C'est donc éminemment politique. Ça veut donc dire qu'il y a eu des filets de sécurité qui n'ont pas fonctionné. Nous savons, par exemple, qu'aujourd'hui, la population que nous avons connue il y a 30 ans, de grands marginaux parfaitement désocialisés, est en voie de disparition, on ne sait pas pourquoi, mais que la population change. Et nous avons besoin de pouvoir explorer ce que nous avions fait à l'époque pour ces populations, de les explorer aujourd'hui. Et qu'on ne vienne pas me dire que ça n'est pas éthique que de faire du travail de recherche auprès des populations de la rue. Après tout, ce sont des personnes humaines au même titre que nous, et je ne reviens pas à tout ce qui a été cité, aussi bien par rapport à Ricoeur, je pourrais rajouter Lévinas, mais là n'est pas le propos. Ça veut donc dire que nous avons un travail à faire, et pourquoi donc avoir monté un institut de la précarité et de l'exclusion sociale avec l'université de Nanterre? Parce que cette question de la précarité, plus encore cette question de l'exclusion, ne touche pas que les personnes à la rue. L'exclusion n'est pas uniquement un problème de ressources. Et avec une baguette magique pour trouver un travail et un logement aux personnes qui sont à la rue, ça ne marcherait pas, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, c'est une question qui ne peut s'envisager que de façon multidisciplinaire, avec des médecins généralistes, certes, des psychiatres, des psychologues, mais aussi des travailleurs sociaux, des assistantes sociales, et que nous avons dans la structure où je travaille, au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, cette batterie de personnes. Et on parle d'innovation. Pour moi, cet institut, il est innovant. Pourquoi? Lorsque vous êtes invité à participer à un séminaire fermé à l'OMPES, l'Observatoire national précarité et exclusion sociale, qui est le bras armé du Conseil national de lutte contre les exclusions.
vous y rencontrez d'éminents sociologues, d'éminents philosophes, qui vont, comment dirais-je, chercher pourquoi, si on ne pourrait pas rajouter un terme, et par exemple, c'était l'année dernière, caractériser ces personnes-là par le terme d'invisible. Je dis que, comment dirais-je, pourquoi pas, moi je connais des termes depuis le XIVe siècle, on les appelait des inutiles au monde, et jusqu'au récent Sandan, pourquoi encore rajouter un terme, une appréciation. Mais plus encore, je dis, mais vous êtes, comment dirais-je, vous êtes schizophrénique, parce que si je vais à l'Observatoire régional de santé, là, on va me parler de santé publique. On va me parler de médecine, en tout cas de santé publique. On va me parler de tuberculose, on va me parler. Mais dans cet institut, basé sur un centre où il y a une véritable synergie sanitaire et sociale, l'intérêt, c'est de faire du travail de recherche, qui est un travail de recherche avec aussi bien des personnes du monde du social que du monde sanitaire. Et que c'est ce regard croisé qui est éclairant, parce qu'on ne peut pas réduire des personnes, plus encore ces personnes éminemment complexes, à simplement un regard de médecin, un regard d'assistante sociale, un regard de psychiatre. Et c'est donc ce travail que nous essayons de mettre en œuvre, avec une deuxième dimension qui me semble là aussi tout à fait innovante. Nous venons de signer une convention avec l'Université de Sao Paulo, sur un travail qui va durer jusqu'en 2022, qui tourne autour des migrants et de voir comment la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes et de leur corps est un facteur presque prédictif, en tout cas, je ne dirais pas prédictif parce qu'effectivement c'est beaucoup trop connecté, en tout cas indicatif de leur capacité à s'intégrer ou à ne pas s'intégrer. Ça me paraît très important parce que ce travail se fait avec une tribu d'Amérindiens au nord du Brésil, avec des populations pauvres de Sao Paulo et de Rio, et également chez nous, à Paris et à Montpellier. Nous espérons pouvoir monter un travail sur les migrants, par exemple avec le Liban, car nous avons 40 000 personnes, 50 000 personnes migrants en France. Le Liban, qui est un petit pays, a actuellement 1 million d'immigrés sur son territoire. Donc voilà, l'idée de cet institut, c'est d'essayer de comprendre, d'expliquer, mais d'expliquer à travers des recherches qui sont des recherches-actions. Il ne s'agit pas, et je respecte beaucoup ce que vous avez dit et ce que vous faites, mais ces recherches-actions, c'est avoir une interrogation concernant ces personnes et voir comment on peut répondre à une question. Je vous ai parlé des vitamines, je vous ai parlé de la schizophrénie, il y en a bien d'autres. Comment est-ce qu'on peut répondre à ces questions? Parce qu'il y a maintenant une nouvelle dimension à colliger avec ces recherches, qui est le domaine environnemental. On sait bien la définition de la santé de l'OMS, mais aujourd'hui, quand on parle de pollution, ces personnes qui sont à la rue sont bien plus exposées que les autres. Et à ma connaissance, moi je ne connais pas de travaux qui ont regardé cette question de l'exposition aux différents polluants dans la rue, quand on est dans la rue, et également sur le fait qu'on meurt aussi l'été. Quand on s'endort en état d'ivresse et qu'il fait 40 degrés, on a aussi des décès de cette façon-là. Alors quel est le rapport avec le schmilblick? Je vais tenir largement mon temps. Le rapport avec le schmilblick, eh bien, c'est en conclusion. D'abord, je travaille au sein d'un service public. On parle de valeurs, et bien sûr que toutes les associations qui se sont exprimées ce matin, qui vont s'exprimer maintenant, sont par définition admirables. Mais le service public, à mon sens, porte d'autres valeurs. Et tout le monde a cité Ricoeur. Comment dirais-je, je n'aurais pas la prétention d'être exhaustif, mais dans un article, il parle de 3 pôles. Il parle du pôle je. C'est ce que l'on a vu avec
Michel Maffezoli ce matin. Il parle du pôle TU, et pour moi, c'est le pôle dans lequel se situent les associations. Le visage de l'autre m'est intolérable. Que puis-je faire pour le visage de l'autre? Et moi, service public, je me situe dans le pôle il. C'est le tiers absent. C'est-à-dire que je suis en première ligne du service public, de la société, auprès de nos concitoyens qui sont dans les plus exclus. Et cela me semble important parce que, apparemment, je vais être en opposition avec Michel Maffezoli, mais je vais dire que le pôle il, le tiers absent pour moi, c'est la responsabilité du politique. Je ne dis pas des politiques, mais du politique. Je pense que le ciment qui nous lie les uns aux autres est représenté par ce tiers absent. Des institutions justes, on en a parlé, au sein d'institutions justes, la notion de justice, la notion d'équité, et nous sommes dans ce cas-là responsables en tant que citoyens de ces personnes, en sachant que le bon cœur ne suffit pas, il est utile, mais il ne suffit pas, et que notre responsabilité se situe au niveau du tiers absent, c'est-à-dire d'interroger ce politique, encore une fois, je ne parle pas des politiques, mais du politique, sur le fait que nous sommes responsables du traitement qu'on inflige aux personnes. Dernier point, Condorcet, je crois, et dans sa bouche, c'était quelque chose quand même d'assez incroyable, disait « c'est un devoir sacré », et le terme sacré n'est pas neutre, de la nation que de s'occuper de ses maillons les plus faibles. C'est ce que nous essayons de faire avec des valeurs, un sens de la responsabilité, mais un sens de la responsabilité en tant que première ligne des citoyens et, je dirais, plus largement de la nation. Je vous remercie. J'ai 5 minutes d'avance. Bravo, merci d'avoir tenu le temps. Et si Paul Ricoeur était encore parmi nous, son impact factor aurait remonté de façon impressionnante vu le nombre de citations. Mais j'étais ravi d'entendre Condorcet, ça change. Mais c'est très intéressant aussi Condorcet, et notamment du progrès de l'esprit humain qui est très lié à l'intervention précédente. Un magnifique livre.